Binge Audio, qui est un des studios pionniers en France. Tout simplement, après on parlera de votre rôle en tant que président du syndicat, mais qu'est-ce qui vous a, il y a maintenant 6 ans, me semble-t-il, vous a lancé sur cette voie-là? On va dire... Il y avait des envies personnelles entrepreneuriales, il y avait aussi un territoire d'opportunité qui était le fait que l'audio était le dernier grand média qui se fracassait tout doucement sur le mur du numérique, alors que ça avait déjà été fait pour la musique, pour la télévision, pour le cinéma, etc. Et que il y avait donc du coup le début de cette phase. Il y avait par exemple le succès en 2013-14 de Serial aux États-Unis. Enfin voilà. Et moi j'avais travaillé en radio, radio traditionnelle avec des émetteurs et des postes branchés sur des prises. Et donc j'avais pu percevoir l'engouement du podcast en replay. Donc j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire. Puis voilà. Ensuite on a testé de manière empirique, on a produit des contenus et puis on en a fait d'autres. Et puis on a monté une petite entreprise autour de ça. On est 18 maintenant. On a eu en 2018 le soutien d'un actionnaire qui est les Échos parisiens. On est en train en ce moment de faire une levée de fonds auprès du public et des auditeurs. Voilà, et donc voilà, on est ravis de continuer à suivre ce marché dynamique, riche et exaltant. Donc ouais, vous l'avez dit, là vous êtes dans une phase du coup de renforcement dans les années qui viennent. Tout à fait, on continue à investir parce qu'en fait, là je suis ravi qu'on parle de contenu. C'est un point quand même important et je vais... alors peut-être un peu rude, mais il faut rappeler quand même que c'est quand même la radio de manière générale et le contenu audio, enfin c'est le marketing de l'offre et de manière générale sur les médias et le divertissement, c'est ça. En fait, si vous voulez, les gens, ils écoutent le podcast parce qu'il y a des auteurs et des autrices, parce qu'il y a des réalisateurs, parce qu'il y a des créateurs. Ils écoutent le podcast parce qu'il y a des contenus, ils écoutent le podcast parce qu'il y a du documentaire, de la fiction, des œuvres qui sont faites par des journalistes. Majoritairement d'ailleurs, hein, dans le contenu audio à la demande, c'est beaucoup de programmes de stock. C'est-à-dire on est un peu dans un autre type de format que la catch-up et la radio, qui est plutôt du flux. Et ça, il faut les financer. Et aujourd'hui, les gens, enfin, quand ils discutent entre eux, aux 3/4, la recommandation d'un podcast, c'est le bouche à oreille. C'est les gens, ils sont autour de la table, ils sont dans un dîner, ils disent ah bah tiens, j'ai écouté ça, etc. Dans ces moments-là, ils disent pas ah bah j'ai écouté un super podcast sur le champagne ou sur le Citroën et la conduite autonome. Ils parlent en fait du podcast de Charlotte Pudowski, ils parlent du podcast de Victoire Toyon, ils parlent des contenus. Et aujourd'hui, les contenus, qui c'est qui les finance? En fait, c'est effectivement les éditeurs et les producteurs, c'est-à-dire c'est nous, c'est nos entreprises, et on est sur un système aujourd'hui où on bénéficie de strictement aucune mesure, mais aucune, qui permet aux autres secteurs culturels d'exister. Alors justement, oui, c'est ça, ce que vous dites le plus, c'est que les institutions ne vous soutiennent pas du tout. Et il n'y a pas que les institutions, il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que tout le monde aussi ait conscience de ça. Enfin, vous n'allez pas au cinéma pour voir la pub et manger un cornetto, vous y allez parce qu'il y a des films. Bon, bah, c'est la même chose sur le podcast. C'est-à-dire que l'ensemble des gens dans cette salle, que ce soit les marques ou les gens qui sont décideurs dans le secteur privé ou public, doivent avoir conscience que c'est nos contenus qui créent la dynamique. C'est grâce à nos contenus que aussi on peut créer de l'attente pour écouter du pré-roll, pour écouter du post-roll, du mid-roll. On fait les trois à Binge Audio pour écouter des contenus de marque. Les contenus de marque pour Binge Audio, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires. Mais c'est possible parce qu'on a la confiance avec les auditeurs qu'on a créé autour de nos contenus. Si vous voulez, si vous prenez Les couilles sur la table de Victoire Toyon, ou Le cœur sur la table, par exemple, c'est un documentaire qui a nécessité le travail pendant 1 an de 3 personnes à plein temps, plus 3 autres collaborateurs intermittents, si vous voulez, pour faire 12 épisodes. Ça fait 4 millions d'écoutes cumulées. Victoire Toyon, depuis qu'elle travaille avec nous depuis 4 ans, elle a généré 20 millions d'écoutes cumulées. Tout ça, ça a été financé à 100% par Binge Audio. On n'a eu ni crédit d'impôt, on n'a eu ni TVA réduite, comme c'est le cas par exemple pour les aides à la presse, on n'a eu pas d'aide CNC pour l'audiovisuel. En fait, si vous voulez, on est dans une espèce de zone d'ombre et on est le seul secteur culturel en France qui ne bénéficie pas de moyens qui lui permettent d'être compétitif. Et en fait, il ne s'agit pas de demander l'aumône en disant donnez-nous de l'argent, des subventions. Il s'agit de bénéficier
dans notre secteur des mêmes avantages, des mêmes outils de compétitivité que le reste des secteurs culturels. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Alors, on demande des aides à la production et à la création, c'est-à-dire des aides pour les auteurs, comme ça existe. Mais, si vous voulez, les youtubeurs aujourd'hui, il y a 2 millions d'euros par an qui est donné grâce au CNC Talent, notamment sur des cotisations qui sont abondées par YouTube, etc., qui sont données aux créateurs. Quand vous regardez une vidéo de Squeezie, elle a peut-être bénéficié du CNC. Donc en fait, nous on demande au moins de bénéficier des mêmes conditions, ça me paraît quand même logique. C'est-à-dire qu'on demande des aides pour les créateurs. Aujourd'hui, créer c'est un acte compliqué, c'est un acte qui demande du temps, et donc il faut pouvoir écrire des scénarios, il faut pouvoir faire des développements. Ensuite, ça a été, et ça on a été ravis que le gouvernement ait mis en place cette aide-là, donc qui a été lancée en septembre. Il y a une fenêtre de 3 semaines pour envoyer les dossiers. Ils ont reçu 1400 candidatures, c'est vous dire qu'il y a quand même de la demande. Ensuite, on demande qu'évidemment, derrière, il y a des aides qui soient données à la production, comme ça existe dans le cinéma, l'audiovisuel de manière générale. Tous les documentaires que vous voyez sur France 2, ils ont bénéficié de l'aide CNC via le producteur. On demande évidemment aussi de pouvoir, le cas échéant, bénéficier pour ceux qui ont des rédactions, c'est le cas par exemple de Louis Média, qui emploie des journalistes ou de Binge Audio, de pouvoir aussi relever de la catégorie CPPAP, c'est-à-dire des aides à la presse, donc qui permet d'avoir un taux de TVA réduit. Enfin, si vous voulez, on paye 20% de TVA sur nos contenus payants, Mediapart paye 2,1%. Bon, à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, je veux dire, il faut quand même le rappeler. Et si on n'est pas capable de proposer nos offres et d'exister, il y aura l'ensemble des gens qui font de la pub dans cette salle, que ce soit annonceurs ou agences, ils n'auront plus d'espace pour pouvoir les valoriser. Donc il faut quand même qu'on ait conscience de ça ensemble. C'est effectivement important. Et principalement, en fait, il y a ça, c'est-à-dire que d'avoir des conditions de marché qui soient, je dirais, qui nous permettent de créer et de pouvoir investir auprès des créateurs et des auteurs. C'est la dynamique, elle vient de là. C'est-à-dire, quand on parle d'exception culturelle, on a souvent l'impression que c'est une position politique. Non, c'est une question économique. C'est une question de marché. Et c'est ce qui fait la fierté de ce pays, notamment, et pourquoi on a des industries culturelles qui sont vivaces, qui sont prospères, parce qu'on a des conditions de marché qui le permettent et qu'on échappe, grâce à cette exception, aux régulations habituelles. Et j'ajoute un dernier point, c'est que nous, on est les éditeurs et les producteurs, notamment au sein du PIA, on est aussi très respectueux de l'acte de création et notamment des auteurs. C'est pas le cas, par exemple, de tout le monde. On cotise à la SACEM, c'est-à-dire on paye les auteurs pour les droits de diffusion, on cotise à la SCAM, on va signer avec la SACD. C'est-à-dire qu'en fait, on participe au financement de la création dans nos activités. Il y a beaucoup en fait de plateformes, par exemple, il n'y en a aucune qui a aujourd'hui signé avec les sociétés de gestion collective. Nous, par exemple, quand vous commandez un programme de marque à Binge Audio, eh bien, il y a une partie en fait du budget qui est consacrée à la rémunération des auteurs pour les droits de diffusion. Tout ça, en fait, on participe, on joue déjà le jeu. Donc, on demande juste que les conditions soient équitables et qu'on puisse bénéficier de ça. Merci beaucoup, Joël Renez. C'était important que... Oui, je le dis avec conviction, mais vous avez compris le message. C'est très bien.